iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashobewe, nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashavuye, nekundorere, 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 nekundorere. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la chronique du vendredi soir de la Voix des Grands Lacs. Avec comme invité aujourd'hui, Monsieur le docteur Mwiseneza Emmanuel, originaire du Rwanda, vétérinaire de formation et de métier. Il est aussi diplômé en philosophie et en sciences biologiques. Monsieur Mwiseneza est un activiste politique depuis une quinzaine d'années. Il est aussi analyste politique et publie régulièrement des articles ou des chroniques sur l'actualité sociopolitique de l'Afrique des Grands Lacs et en particulier sur le Rwanda. Docteur Mwiseneza, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Marie Jimana. Merci de m'avoir invité. Je salue tous qui écoutent, qui regardent la télévision des Grands Lacs. Et je souhaite que notre émission se passe très bien. Voilà, je salue tout le peuple rwandais, tout le peuple des Grands Lacs, tout ce qui nous suit. Merci. Eh bien, l'émission va bien se passer, n'ayez crainte. Nous parlons d'un seul sujet aujourd'hui. Nous allons parler du rapport de la commission dite Duclerc. C'est, comme vous le savez, une commission qui a été créée par le président de la République, Emmanuel Macron, dite commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda, en rapport avec le génocide du Rwanda de 1994. Ce rapport a été ensuite remis au président Macron par le professeur Vincent Duclerc, qui en était le président, en date du 26 mars 2021. Vous savez bien qu'après sa publication, ce rapport a, si je puis dire, fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux franco-africains et franco-rwandais en particulier. Docteur Mwiseneza, est-ce que vous avez eu le temps de lire le rapport de Vincent Duclerc, le rapport de la commission qu'il présidait, et qu'en avez-vous pensé de manière générale? Oui, merci l'ambassadeur Jean-Marie Vianney pour cette question. Oui, j'ai bien lu le rapport du professeur Duclerc et sa commission. C'est un rapport qui est assez volumineux, plus ou moins 1300 pages. Donc, vous comprenez que j'ai dû mettre pas mal de temps pour parcourir ce rapport, ô combien intéressant. Donc, vous l'avez lu intégralement? Je l'ai lu intégralement, de la première page à la dernière. Alors, on vous passe la parole pour en parler. Alors, parce que vous êtes un des rares à avoir pu le lire intégralement, effectivement. Voilà, ce rapport de prime abord, donc, me paraît, avant de dire mon impression aux auditeurs, comme vous l'avez dit, c'est un rapport qui a été commandé par le président Macron suite à des promesses qu'il a faites au président Paul Kagame du Rwanda lorsqu'ils se sont rencontrés en 2019. Ce rapport avait un but précis. Ça, c'est mis dans l'introduction du rapport. Le but de ce rapport, c'était de chercher une nouvelle manière d'enseigner et de parler du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda au printemps 1994, ce qui allait permettre de partir sur les bonnes bases
des relations entre les deux pays. Donc, dès le départ, le professeur Duclerc et son équipe savaient qu'il fallait des conclusions permettant l'amélioration des relations entre la France et le Rwanda. C'est bien cela? C'est exact. Alors, donc, le but recherché, en fait, c'était de... Vous savez qu'il y a eu pas mal de soucis entre la France et le Rwanda depuis qu'il y a eu une enquête menée par l'ancien juge Jean-Louis de Bruguière concernant l'attentat qui a visé l'avion du président allemand le 6 avril 1994. Et suite aux investigations du juge Jean-Louis de Bruguière, il y avait des inculpations des proches du président rwandais Paul Kagame. Alors, suite à cela, le Rwanda avait rompu les relations diplomatiques avec la France, expulsé l'ambassadeur de France et rappelé son ambassadeur à Paris. Et il y a eu des manifestations violentes, il y a eu la fermeture des écoles de l'école française, il y a eu la fermeture du centre culturel franco-rwandais, il y a eu pas mal de manifestations, pas mal de reproches via les médias. Il y a eu aussi une contre-enquête menée par le Rwanda, donc dit rapport de la commission Mukyo, qui inculpait les officiels français, notamment les officiels qui étaient dans l'opération turquoise, mais aussi les ministres qui étaient en charge de la coopération des affaires étrangères, enfin des ministres ou des fonctionnaires de ces ministères ou du ministère de la Défense. Ceci a donc mis une ombre dans les relations diplomatiques entre les deux pays, jusqu'à ce que sous le gouvernement quand M. Sarkozy était président, vous savez, il y avait M. Bernard Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères, connu pour être un ami de Paul Kagame. Et ce monsieur, c'est lui qui a en fait cherché à détendre les relations entre les deux pays. Et en conseillant au Rwanda de laisser un des accusés se faire arrêter pour avoir accès à la dite enquête et puis pour pouvoir détruire l'enquête en quelque sorte, ce qui a été fait. Vous savez qu'après les enquêtes du juge Jean-Louis de Bruguière, il y a eu des suites par le juge Marc Trévidic, il y a eu des suites par le juge Plou et son collègue, j'oublie son nom. Et tout ceci a abouti à un non-lieu. Donc, ça a déjà été un début d'accalmie, ce non-lieu dans les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Mais pour parachever ce début de réchauffement entre les relations entre les deux pays, le président Macron a donc proposé la création de cette commission d'historiens qui allait étudier le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994, le génocide perpétré contre les Tutsis, afin de ce qui est écrit dans le rapport, afin d'avoir des nouvelles bases, d'avoir une nouvelle façon d'enseigner et de parler du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc, le but de cette commission, si on regarde bien dans son introduction, c'est bien de chercher à relancer les relations entre les deux pays. Déjà, on ne parlait pas que c'est une recherche de la vérité, on parlait de chercher une nouvelle façon d'enseigner pour que les deux pays puissent avoir de bonnes bases d'entente. Première chose. Maintenant, quand on regarde la composition de la commission Duclerc, vous avez bien lu ou entendu dans les journaux qu'il y a eu pas mal de personnalités, d'historiens, de professeurs connus pour connaître bien le Rwanda, soit qu'ils ont été associés au procès du tribunal pénal international pour le Rwanda d'Arusha, soit qu'ils ont fait des recherches, soit qu'ils ont enseigné au Rwanda, et tout son monde a été exclu de la commission. Vous connaissez par exemple les professeurs Lidishoa, vous connaissez Bernard Lugan, ce sont des personnes qui connaissent mieux le Rwanda, l'histoire du Rwanda que quiconque. Tout ce monde a été exclu. Vous connaissez par ailleurs, il y a eu aussi
professeur qui a été exclu de la commission. Officiellement, il a démissionné, soi-disant parce que pour des raisons personnelles, mais on sait qu'il avait critiqué certaines choses qui n'ont pas plu au président de la commission. Et du coup, on voit que la commission a été expurgée de toute voix discordante. Et elle a gardé à son sec des gens qui avaient soit des positions pro-FR, ou alors les gens qui ne disaient rien du Rwanda, en tout cas qui ne parlaient pas, qui n'ont publié aucun document, dont on ignore les reconnaissances exactes. Ils ont mis des gens juste parce qu'ils sont des historiens. Certains ont travaillé sur des génocides, mais le génocide des Juifs ou le génocide arménien. D'autres sont connus dans l'histoire militaire. D'autres connaissent des conflits ethniques armés dans des régions différentes du monde, mais aucun ne connaissait le Rwanda en particulier. Donc ça, c'est déjà un problème. Maintenant, arrivons à l'ensemble de ces travaux quand même qui ont duré 2 ans, qui ont mobilisé une quarantaine de personnes à plein temps. Normalement, on devait s'attendre à un travail rigoureux, scientifiquement parlant, qui devait aboutir à des conclusions incontestables et des vérités historiques vérifiables, du moins pour le moment. Docteur Mwiseneza, pour mieux comprendre déjà l'introduction, est-ce que vous pensez que c'est la commission elle-même qui a choisi d'aller dans cette voie, ou est-ce une orientation dictée d'en haut, venue du président de la République lui-même? Le fait d'expurger tous ces gens qui connaissaient le Rwanda et de ne laisser que des personnalités vierges en définitive, qui ne connaissaient pas le contexte. Vous avez eu l'impression en lisant le rapport que c'est une recherche inspirée du président de la République? Bon, là, c'est difficile de répondre d'une manière définitive, mais si on se base sur l'objet même du rapport, et puis plus loin, si on voit les conclusions du rapport, et toutes les démarches qui ont suivi le rapport, notamment les déplacements des différentes autorités du Rwanda en France ou de la France au Rwanda, notamment les 2 présidents, on peut, sans beaucoup de risques de se tromper, penser que l'orientation est venue d'en haut, c'est-à-dire de la présidence de la République et du président Macron, pour que le but recherché, évidemment, soit atteint sans passer à côté ou sans mettre aucun élément troublant qui aurait pu gêner cet objectif. Donc, comme je disais, donc, si on regarde l'ensemble du document, on voit qu'il est partiel. Pourquoi partiel? Il est partiel parce que le conflit rwandais a mobilisé pas mal de pays. Il n'y a pas que la France qui est intervenue au Rwanda. Évidemment, la France est intervenue à côté des forces armées rwandaises. Et là aussi, il faut rappeler que cette intervention dont on reproche souvent au président Mitterrand, évidemment, lui, il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, on peut tout lui reprocher. Et en fait, c'était une exécution d'un accord qui existait déjà. Un accord qui datait de 1975, qui avait été signé par le président Giscard d'Estaing, et qui prévoyait donc une coopération militaire entre les 2 pays, et notamment en cas d'agression du Rwanda par une force étrangère. Donc, les premiers éléments français qui sont arrivés au Rwanda, on le verra peut-être plus tard aujourd'hui ou à un autre jour, mais ils sont arrivés dans ce cadre-là, le cadre de la coopération militaire qui était prévu dans cet accord de 1975. Ce qui a été fait, c'est une mise à jour et une adaptation au jour le jour au fur et à mesure que le conflit avançait. Mais le départ même, le fondement juridique qui se trouve dans cet accord de coopération de 1975, signé par le président Giscard d'Estaing. Donc, je disais que la France n'était pas le seul pays à intervenir. La France est intervenue aux côtés des forces armées rwandaises, ex-FAR, mais de l'autre côté, il y avait le FPR. Donc, c'est un conflit entre 2 belligérants, et chaque belligérant
avait ses soutiens. On connaît que la France est du côté Rwanda, mais du côté d'IFR, on connaît, évidemment, on sait que les troupes d'IFR étaient au départ, du moins, une branche de l'armée ougandaise, la NRA de Yoweri Museveni. C'est un détachement de ces militaires qui a constitué la base et l'ossature du FDR qui a attaqué le Rwanda. Et ils sont partis du territoire ougandais, ils ont attaqué à la frontière de Kagitumba, donc frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Donc on sait qu'il y a au moins un pays qui soutenait le FDR qui est l'Ouganda. Deuxièmement, on sait que dans le rapport aussi, comme je l'ai lu en entier, j'ai vu des phases en fait des entretiens entre les diplomates américains et français. On voit que les États-Unis d'Amérique soutenaient le FDR. On voit aussi à travers le rapport et d'autres documents que la Grande-Bretagne soutenait le FDR et d'autres pays moins connus. Mais tous ces pays ne sont pas analysés. L'apport de tous ces pays, le comportement de tous ces pays n'est pas analysé dans le rapport du Clerc. Donc, c'est un rapport partiel. Il n'est pas complet. Pour être complet, il aurait fallu que tous les pays impliqués ouvrent leurs documents, qu'il y ait plus de secret défense pour aucun document de tous les pays impliqués. Je parlais des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de l'Ouganda, mais d'aucuns parlent aussi d'Éthiopie, d'aucuns parlent d'Érythrée, d'aucuns parlent du Burundi de Buyoya, d'aucuns parlent même d'autres pays, la Tanzanie, etc. Tous ces pays, on devrait, pour avoir un rapport complet, avoir accès à leurs documents confidentiels concernant le conflit rwandais. Donc, premier point, il est partiel. Deuxième point, c'est un rapport qui est partial. Il est partial pourquoi? Il analyse un seul côté les erreurs ou les fautes ou les crimes, comme vous voulez, commises par la seule partie gouvernementale ou la partie ex-force armée rwandaise. Il n'analyse pas ou très peu l'autre partie, la partie du FPR. Et pour cause, d'ailleurs, les Français se trouvaient dans les régions contrôlées par le gouvernement rwandais. On peut objectivement dire que, bon, ils ne voyaient pas tout ce qui se passait du côté du FPR. Mais ce n'est pas totalement vrai parce qu'ils ont quand même, ils avaient des informations et avec leurs moyens de renseignement plus sophistiqués. Ils avaient des avions pour survoler la zone et la zone est contrôlée par les FARC et la zone est contrôlée par le FPR. Ils pouvaient voir certaines choses et aussi parce que leur ambassade à Kampala était en contact avec le FPR. Des fois, on ne le sait pas ou les gens l'ignorent ou le savent très peu. Le FPR avait des contacts étroits avec le gouvernement français. Même ces officiels étaient invités à Paris. M. Tito Rutaremara, même M. Kagame est venu des fois à Paris rencontrer les officiels français. Et à Kampala, l'ambassadeur de France à Kampala rencontrait de façon régulière les représentants du FPR. M. Pascal Bizimungu, M. Patrick Mazimhaka était régulièrement reçu à l'ambassade de France à Kampala. Donc, sans parler d'autres moyens de renseignement dont disposait évidemment la France. Donc, on ne peut pas ignorer ce qui se passait de l'autre côté. Or, le rapport du Clerc n'en parlait pas, ou très peu. On arrive alors au génocide. L'élément déclencheur de ce génocide qui est cet attentat contre l'avion du président Habyarimana et qui avait déclenché les problèmes relationnels entre les deux pays, on n'en parlait pas. Le rapport, on n'essaie même pas de dire, voilà, il pourrait s'agir de ceci, de cela. On essaie de faire comme on a fait en détruisant les enquêtes du juge Jean-Louis de Bruguière pour essayer de semer le doute, pour dire que tout compte fait, on ne sait pas qui était derrière cet attentat. Et donc, on évacue le problème aussi facilement. Ce rapport, alors, cumule des erreurs ou je ne sais pas si c'est intentionnel, mais
comme je disais, ce rapport, même si la commission a gardé que les gens, disons, qui étaient connus pour leur souplesse ou leur faveur envers le FPR, mais sont des gens quand même qui sont formés, qui ont un bagage intellectuel assez élevé et qui ont consacré du temps pour faire les recherches. Or, on trouve beaucoup d'erreurs dans ce rapport qui sautent aux yeux. Je vais en citer que deux. L'assassinat. Avant d'attaquer cette question cruciale quand même, Oui. Vous avez parlé de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, qui était le président de la République rwandaise, Oui. le 6 avril au soir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire du Rwanda, il faut rappeler que 2 chefs d'État de l'ethnie Hutu sont morts dans cet avion, dans cet attentat. Le président Habyarimana du Rwanda et le président Cyprien Ntaryamira du Burundi, ainsi que plusieurs autorités, ministres, généraux et autres, sans oublier les 3 Français membres de l'équipage, le pilote, le copilote et le mécanicien avion. Il était important que les gens sachent que dans cet avion, il y avait des gens, des chefs de famille qui ont péri à la suite de cet attentat terroriste. Et le rapport ne fait pas beaucoup d'efforts, il est vrai, parce que ce chapitre moi aussi m'a interpellé. Le rapport du clerc ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller vers je dirais, le scénario le plus plausible quand même. Parce que lorsqu'on invoque un scénario qui vient après un autre, il faut au moins faire un effort pour montrer pourquoi le premier a été évacué. Ce n'est pas fait. Voilà, tout à fait. Vous avez raison de rappeler l'importance de cet acte terroriste. Un avion dans lequel se trouvaient 2 présidents, leur suite, les ministres, les accompagnateurs, les médecins, les militaires qui sont chargés de la sécurité des présidents, les pilotes et les copilotes français, et tout ça, maintenant on fait comme s'il n'y avait rien. D'ailleurs, le président Kagame lui-même un jour, il avait dit en se moquant qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion, comme pour dire que c'est un avion qui ne présente pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pour lui. Or, malheureusement, cet avion, tout est parti de cet attentat. Je ne suis pas Dieu pour prévoir ce qui se serait passé sans cet attentat, mais force est de constater quand même que le Rwanda, qui était en guerre depuis le 1er octobre 1990, avait réussi malgré tout à maintenir une certaine accalmie. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des massacres de temps en temps, qu'il n'y avait pas des violations des droits de l'homme de temps en temps, mais de façon générale, il n'y avait pas encore eu des massacres de cette échelle, des massacres à caractère génocidaire. Donc, on peut dire quand même, et d'ailleurs tout le monde s'accorde à dire que cet attentat est l'élément déclencheur de ce génocide. Donc, c'est quand même un acte très, très important et que malheureusement, et ce rapport et d'autres organismes qui auraient pu se charger d'éclaircir les circonstances de cet attentat ont escamoté. Le TPIR, le tribunal international pour le Rwanda, mis en place pour instruire les crimes ayant eu lieu sur le territoire rwandais entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, avait dans son mandat cet attentat. Or, ce tribunal a fini ses travaux sans avoir cherché à investiguer, à mener les investigations sur cet attentat. Il y a eu des procès de Rwandais dans beaucoup de pays. Dans aucun pays, on a cherché à aller plus loin concernant cet attentat. Seule la France avait essayé, justement, avec son rapport, ses enquêtes menées par les mandats lancés par le juge Jean-Louis de Bruguière, et on sait comment ça s'est terminé par un non-lieu, dont les motivations politiques ne sont pas quand même très difficiles à imaginer. Voilà.
Donc, vous avez raison de rappeler cet attentat. Et hors ce rapport, évidemment, du professeur Duclerc, en parle très peu et ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller dans la recherche des causes, comme elle essaye de faire pour d'autres choses qui sont dans ce rapport. Alors, avançons vers les cas dont vous avez parlé, qui vous ont paru quelque peu trahir la réalité des événements intervenus au Rwanda. Voilà. Donc, alors, voilà, je vais vous citer juste deux faits qui montrent la partialité de ce rapport. Le premier cas concerne l'assassinat de l'ancien ministre des Travaux publics, M. Félicien Gatabazi. Tout le monde sait que, enfin, en tout cas, il y a une grande majorité de points de vue qui convergent sur la responsabilité du FPR dans cet attentat. Or, que dit le rapport le Duclerc? Malgré qu'il y a pas mal de témoignages, pas mal d'écrits, pas mal de recherches et pas mal de livres écrits, que dit le rapport? Je vais lire. Page 330. Le rapport dit ceci. Des exactions commises par le FPR pendant le conflit des années 1990 sont à tort, excusez-moi une seconde, oui, des exactions commises, non, ça c'était une interprétation que j'ai notée, elle dit ceci, le rapport dit ceci. La mort du ministre Félicien Gatabazi et de M. Martin Boukana, le rapport indique, il est difficile de ne pas voir derrière ces crimes la main des radicaux Hutus qui semblent alors déterminés à empêcher toute transition démocratique. Voilà, je commençais par mon interprétation donc, qui disait que ces exactions commises par le FPR sont plutôt attribuées par le rapport Duclerc au parti MRND et à la CDR de façon scandaleuse. Je ne sais pas si je peux répéter la phrase. La mort du ministre Gatabazi, parlant de la mort du ministre Gatabazi de M. Boukana, il est difficile de ne pas voir derrière ces crimes la main des radicaux Hutus qui semblent alors déterminés à empêcher toute transition démocratique. Or, qu'est-ce que nous savons actuellement? Nous savons que M. Félicien Gatabazi a été assassiné devant son domicile alors qu'il venait d'une réunion entre les responsables de l'opposition ultérieure de l'époque et le FPR, réunion convoquée par le FPR. Il semblerait que dans un premier que c'était la deuxième fois que M. Félicien Gatabazi retournait à cette réunion. Il semblerait qu'il avait montré des désaccords avec les responsables du FPR dans la première réunion et qu'il était rentré chez lui. Il semblerait ensuite qu'il a été rappelé. D'aucuns disent que c'est M. Talemara qui aurait demandé à un des membres de l'opposition intérieure de l'appeler. Il est retourné dans la réunion et en rentrant, il se fait abattre devant chez lui. Beaucoup d'écrits ont été faits sur ce cas et la majorité des écrits, la majorité des témoignages convergent quand même à voir la main du FPR derrière cet attentat. Mais même si le rapport Duclerc n'a pas pour mission d'affirmer qu'il a commis cet attentat, mais alors affirmer qu'il a été commis par le côté du MRND et de la CDR est quand même étonnant. Soit il veut être prudent jusqu'à l'extrême, il ne désigne aucun responsable, ou alors s'il le désigne, au moins qu'il désigne celui dont la majorité des enquêtes et des écrits pointent du doigt. Voilà le premier élément dont je dirais qui montre une certaine partialité. Sur ce premier élément, docteur Mouisseneza, je vais ajouter un élément important qui relève d'un témoignage qu'on ne peut pas mettre en doute et des rapports de l'enquête spéciale du tribunal pénal international sur le Rwanda. Les auteurs de cet assassinat, c'est-à-dire des agents du FPR, ceux qui faisaient partie du commando qui a assassiné le ministre Gatabazi devant sa maison, ils se sont confiés aux enquêteurs du TPIR et ils ont tout raconté. Ils ont donné les noms
des membres de ce commando. Ils ont raconté comment tout s'était passé, qui était le chauffeur de taxi ou la chauffeur de taxi qui les attendait. Eh bien, ce n'est pas une vérité qu'on peut mettre en doute. Monsieur Gatabazi a été assassiné par le FPR. Comme vous l'avez si bien dit, il est allé à l'hôtel où se tenait la réunion en 2 temps. Après la première partie de la réunion, où il est parti d'ailleurs pas très content parce qu'on voulait lui faire signer des choses qu'il ne voulait pas, en somme l'assassinat du président Abiyarimana, c'est une idée qui germait déjà en ce moment-là. Il est reparti chez lui. Après, il a été appelé par un membre très connu de l'opposition, un chef de parti en qui il faisait confiance, et il est donc retourné à l'hôtel. C'est en rentrant pour une 2e fois chez lui qu'il a été assassiné. Donc les tueurs l'attendaient chez lui parce qu'ils connaissaient son itinéraire. Ils savaient qu'il venait de l'hôtel, qu'il rentrait chez lui, et ils l'ont abattu devant sa maison et devant sa famille. Donc là, on peut vraiment parler de scandale parce que la commission du CLRC n'a pas pu accéder à toutes ces données. Qu'elle a affirmé qu'il s'agit du travail du MRND, de la CEDER, relève d'une manipulation qui n'est pas acceptable. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Donc, vous voyez, tous ces témoignages qui existent, tous ces documents qui existent, et une commission qui travaille pendant 2 ans, composée des grandes sommités en histoire et en sciences politiques, en sciences militaires, tout ça, qui ne peut pas accéder à cette vérité qui est connue par le tribunal international au Rwanda, qui est dans différents écrits, c'est quand même étonnant. Donc, ça serait difficile donc de ne pas voir là-dedans une certaine partialité. Je n'ose pas penser qu'ils n'ont pas eu accès à ces informations. Or, ils osent fièrement affirmer le contraire. Voilà, premier point. Donc, pour ceux qui voudraient en avoir le cœur net, je vous disais que ça se trouve à la page 330. Je vais vous citer un autre élément. Là, ça se trouve à la page 442, qui parle de l'assassinat des religieux de Gakurazo près de Gitarama. Vous savez que à cet endroit, il y a eu l'assassinat donc de 3 évêques, des prêtres et même 2 civils, je crois, y compris un petit enfant. Et sauf fait, vous savez que le FR tout de suite a dit qu'il avait été commis par un militaire, soi-disant qui était arrivé chez lui, qui avait trouvé les membres de sa famille destinés. Et le FR a dit même que les responsables de cet assassinat avaient été sanctionnés. Ça, tout le monde le sait. Donc, le FR lui-même reconnaît qu'un de ces militaires serait responsable de ce forfait. Or, que dit le rapport du clerc associé? Je vais vous lire le rapport pour ne pas donner mon interprétation. Voilà, le rapport dit ceci. Je vérifie la page pour être sûr que c'est bien la page 442 du rapport. L'assassinat le 7 juin de l'archevêque de Kigali, du président de la conférence des évêques de Byumba, ainsi que de 10 prêtres qui, écoutez-moi bien, qui aux yeux des rebelles, symbolisaient l'ordre, la charité et la paix. Je répète ce qui est écrit ici, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. L'assassinat le 7 juin de l'archevêque de Kigali, du président de la conférence des évêques, ici ils disent de Byumba, mais je pense qu'ils se sont trompés. C'était l'évêque de Byumba qui était président de la conférence des évêques du Rwanda, ainsi que de 10 prêtres qui, aux yeux des rebelles, symbolisaient l'ordre, la charité et la paix. Donc, c'est-à-dire que pour ce rapport,
ces personnes qui étaient assassinées, pour les rebelles d'FPR, symbolisaient l'ordre, la paix et la charité. Autrement dit, ceux qui les ont tués, c'est ceux qui ne voulaient pas cet ordre, cette paix, cette charité. Or, comme le FPR dit que pour lui, ça symbolisait ces trois éléments, ces militaires, le rapport veut nous faire croire que les assassins ne sont pas en tout cas les rebelles du FPR. Or, comme je l'ai dit au début de ce point, le FPR lui-même a reconnu qu'un de ces militaires était l'auteur de cet assassinat. Vous voyez, donc, ça, c'est quand même une contre-vérité assez flagrante. Et on ne peut pas dire que ces gens qui sont dans cette commission ne sont pas au courant de cet événement, de ce soi-disant procès qui a eu lieu contre ce membre du FPR et même des sanctions qui ont été appliquées. Donc, ce qui m'amène donc à redire ce que j'ai dit au début, que le rapport est vraiment partial. Il y a d'autres éléments, je ne pourrais pas tous les énumérer, on aura peut-être d'autres occasions d'en parler en profondeur, mais on voit de façon générale, comme tu m'as demandé, une vue globale, que ce rapport est partial après être partiel. Et comme je disais, donc on voit que le but recherché en tout cas est loin d'être la recherche d'une vérité historique. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. S'il y a d'autres... Eh bien, docteur Moïse Seneza, vous faites là une révélation. Personnellement, j'ai lu ce rapport, mais peut-être je suis allé trop vite. Je n'ai pas lu entre les lignes comme vous l'avez fait. Moi, je trouve deux éléments importants dans cette affirmation, que les rebelles, en fait, ont pleuré. Ils ont versé des larmes chaudes après l'assassinat des évêques et des religieux de Gakurazo. Tout à fait. Une chose me frappe. D'abord, la date qui est dans le rapport. Il est erroné. Ça veut dire que Duclerc et ses amis ne sont pas allés chercher loin. Ils n'ont pas vraiment mis beaucoup d'entrain, de bonne volonté pour trouver les éléments et les décrire comme ils se sont passés. Eh bien, l'assassinat des évêques à Gakurazo, c'était le 5 juin et non pas le 7. Mais c'est eux qui le disent, ce n'est pas vous qui dites le 7, c'est eux qui l'écrivent. C'est eux qui le disent, moi j'ai lu ce qui est marqué dans le rapport. Tout à fait. Et donc, déjà, il y a une forme de légèreté qui n'est pas permise venant de la part d'historiens, parce qu'une date, ça compte. Tout à fait. Autre chose, c'est qu'ils veulent donner l'impression, effectivement, que puisque les rebelles ont versé des larmes, ont proféré des mots gentils à l'égard de ces évêques, qui ne pouvaient pas en être les assassins, alors que tout le monde sait qu'effectivement, d'abord, le lendemain, il y a eu des explications venant du FPR pour dire que c'était un malentendu, qu'il y a un jeune homme qui les a assassinés parce qu'il était furieux après la mort des siens. Mais le rapport du clerc, c'est-à-dire toute cette assemblée, la quarantaine d'historiens auraient pu aussi savoir qu'il y a eu ensuite un jugement. Qu'il y a eu un jugement, que des officiers ont été jugés, que quelques éléments plutôt des militaires ordinaires ont été condamnés. Mais cela déjà prouve que les auteurs n'ont jamais nié ce forfait. C'est le FPR qui a décapité l'Église catholique du Rwanda. Parce que ces évêques, c'était tous ceux justement qui dirigeaient l'Église catholique du Rwanda, qui est, je dirais, l'Église qui dominait un peu l'espace dans le domaine religieux. Et donc, Duclerc et ses camarades ont menti au président Macron. Ils ont menti aux Français. Ils ont menti au monde en voulant faire croire que le FPR n'était en rien dans l'assassinat de ces religieux. D'ailleurs, il n'y a pas que Gakurazo, ils pouvaient aussi parler, je suppose qu'ils l'ont fait,
au séminaire de Guécero et ailleurs. Le FPR s'est acharné contre l'Église catholique. Ils ont tué beaucoup de religieux, des prêtres, des frères, rwandais comme étrangers d'ailleurs, des Canadiens et autres. Donc ça, c'est vraiment, comme vous l'avez si bien souligné, ce rapport est biaisé et il est penché, il est même délibérément manipulateur ou manipulatoire, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais en tout cas, ils ont voulu manipuler l'opinion en faveur du FPR. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Comme je disais au début, on voit que le but recherché n'est pas vraiment une vérité historique, est plutôt la recherche d'un compromis ou d'une compromission pour relancer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Et comme vous savez, suite ce rapport, une fois ce rapport présenté au président Macron, le professeur du clerc est allé au Rwanda, à qui il a présenté au président Kagame. Comme vous savez aussi, le FPR avait commandité un rapport, dit rapport le Muse, du nom d'un avocat, enfin d'un cabinet d'avocats américains, qui était chargé d'étudier le rôle des officiels français rwandais. Je vous ai parlé au départ du rapport de la commission Mucho, qui était déjà accablant pour les officiels français, dont on n'a jamais plus entendu parler, on ne sait pas pour quelle raison. Et comme par magie, une fois que ce rapport a disparu, en tout cas de la situation, le FPR, qui a apparemment beaucoup d'argent pour charger un cabinet d'avocats américains, un cabinet très très connu pour des affaires compliquées, donc j'imagine que les sommes doivent être colossales, d'enquêter sur le rôle des officiels français. Chose étonnante, le rapport Le Mise est sorti, je crois que c'est en même temps ou 1 ou 2 jours après le rapport du clerc. 2 jours après. 2 jours après. Voilà. On voit qu'il y a une certaine concomitance qui est quand même étonnante. Et chose étonnante encore, ce rapport, contrairement au rapport au Mukio qui vraiment mettait en cause les officiers français, le rapport Mise, on dirait qu'il met un peu d'eau dans le vin. Il a tenu un tout petit peu en disant voilà, presque comme les conclusions sont proches de celles du rapport clair en disant voilà, la France s'est trompée en soutenant un régime génocidaire. C'est d'ailleurs la faute du président Mitterrand. Là, on n'est pas entré dans les détails du rapport, mais quand on lit, on voit toutes les tensions qu'il y a eu depuis cette intervention de 1990 dans les cabinets des ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, même y compris même au sein de l'état-major de l'armée. Tout le monde n'a jamais été d'accord sur la même ligne. Et par contre, Mitterrand, il a toujours été pour cette présence, mais attention, ce qu'on ne dit pas, qu'on cache, c'est que Mitterrand avait conditionné son aide à 2 choses très importantes. D'abord, l'avènement du multipartisme suite à la conférence de la Bolle, je crois que c'était en juin 1990, le président Mitterrand avait demandé à tous les présidents africains qui étaient présents d'instaurer le multipartisme. Il avait signifié à ses hôtes que seuls les pays qui emprunteraient le chemin du multipartisme et de la démocratie bénéficieraient de l'aide de la France. Et il paraît que dans cette réunion, Habyarimana s'était montré un bon élève et que c'est à cause de cela que Mitterrand a accepté d'intervenir au Rwanda. Et le président Habyarimana a été justement un bon élève parce que, souvenez-vous, la constitution rwandaise je crois que c'est du 21 juin 1991, je crois, a instauré le multipartisme pendant la guerre. On était dans la guerre depuis au moins 6 mois, donc depuis 8 mois. Comme vous le savez, l'invasion par le FPR datée du 1er octobre 1990. Le président Habyarimana a accepté l'instauration du multipartisme le 21 juin 1991. En tout cas, la constitution rwandaise amendée à cette date-là
reconnaissait le multipartisme et enterrait le monopartisme. Vous voyez que Habyalimana était un bon élève, qu'il a accepté beaucoup de risques pendant une période critique. C'est pour cela d'ailleurs que Mitterrand, il a quand même essayé de, même si on pourrait le voir plus tard que l'aide de la française n'a jamais été déterminante pour vaincre le FPR, ce que Mitterrand il faisait, c'était éviter l'effondrement du régime Habyalimana, il empêchait de s'effondrer, mais il n'aidait pas non plus pour avoir le défi, pour gagner la guerre. La stratégie de Mitterrand, et c'est là où on va voir le deuxième point que Mitterrand avait demandé à Habyalimana et qui est incohérent avec cette stratégie, c'était la négociation avec le FR. Ça, beaucoup de gens l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. C'est la France. C'est la France qui a demandé qu'il y ait un accord qui est des négociations entre les deux parties qui ont abouti aux accords d'Arusha signés en août, c'est plus la date, je ne sais plus si c'est le 1er ou le 3 août 1993. Ces accords qui faisaient suite à un travail de négociation de longue haleine ont été parrainés, entre autres, et surtout par la France. Évidemment, d'autres pays se sont impliqués, comme la Tanzanie qui a hébergé ces négociations. D'autres pays comme le Zaïre avaient permis les premiers contacts, les négociations dont scellées, qui était une ébauche aux négociations d'Arusha. Mais même avant les accords d'Arusha, ce qui est dit dans ce rapport aussi que les gens peuvent découvrir, c'est qu'il y a eu déjà des contacts entre le FPR et les autorités françaises à Paris et que ces contacts avaient déjà initié une négociation avec le gouvernement rwandais. Et c'est suite à ces contacts que le gouvernement français avait demandé avec pression au gouvernement rwandais du président Habyalimana d'accepter de négocier avec les rebelles du FPR. Donc, Habyalimana, sur tous les points, il a accepté tout ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'instaurer le multipartisme, il l'a fait. On lui a demandé de négocier avec les rebelles du FPR, il l'a fait. Par contre, lui, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a évidemment, quand il était encore vivant, on l'a aidé plus ou moins pour éviter l'effondrement, sans l'aider vraiment pour l'emporter la bataille, ni la guerre ni la bataille. Et après, la France a fini par se retirer. Là aussi, il y a beaucoup de bruit qui court, soit disant c'est le premier ministre Dismas Sengarem qui aurait chassé les Français. Ça, c'est aussi faux. Parce que quand on lit le rapport, on voit bien que la France cherchait depuis un moment à sortir du bourbier, mais elle ne savait pas par quel moyen. Et une fois qu'elle a essayé de pousser le président Habyalimana à accepter un gouvernement d'opposition, une fois que l'opposition était au pouvoir et que les négociations étaient lancées, la France a trouvé une porte de sortie et la France est partie. Donc, ce n'est pas Dismas Sengarem qui a chassé la France. La France est partie. Évidemment, il y avait la pression du FPR, mais c'est aussi un cadeau que la France a donné au FPR. Évidemment, il y avait les militaires des Nations Unies qui venaient pour composer la minoire. Il y avait les Belges qui étaient majoritaires, qui étaient l'ossature de cette mission. Mais ce qu'on voit, c'est que comme la France avait soutenu le président Habyalimana et que la France s'en va, et on sait que le FPR, lui, dans les forces de la minoire, avait des pays qu'il avait soutenus, je ne vais pas les citer, mais on voit qu'il y avait déjà un déséquilibre à ce moment-là. Donc, pour me résumer, Habyalimana a fait tout ce qu'on lui a demandé et lui, on l'a laissé se faire assassiner. Voilà. Eh bien, vous avez pleinement raison. En ce qui concerne les négociations, je vous compléterai en disant que les négociations ont commencé à Paris, en fait. Tout se passait en plein centre Paris, au centre Kléber. C'est là que les premières négociations entre des délégations du gouvernement et du FPR ont commencé, et que les délégations se rencontraient au centre Kléber. Et il y a eu plusieurs séances, plusieurs sessions de négociations en présence d'officiels français, une fois ou deux en présence de M. Cohen, le secrétaire d'État adjoint d'affaires étrangères, donc américain,
Une autre fois, il y avait même le ministre Semugere l'Ougandais et d'autres officiels de certains pays qui étaient dans les couloirs. Et je peux vous assurer que la France a fait une pression presque insoutenable sur la délégation rwandaise, qui était conduite par les 2 fois, les 3 fois par le ministre Ngoulinzira, et alors que de l'autre côté, il y avait Bizimungu Pasteur, le futur président de la République. Donc, on ne peut pas vraiment penser que la France soit en position d'avoir gêné les négociations ou d'avoir souhaité que Abiyarimana ait pu gagner la guerre. Je peux même vous confirmer que le président Mitterrand ainsi que les généraux de l'état-major militaire ont, à plusieurs reprises, là aussi, je vous donnerai des sources à un autre moment, à une autre occasion, eh bien, ils ont refusé des armes que demandait le président Abiyarimana avec l'argument que si la France lui donnait ces armes, il risquait de chasser le FPR de ses positions du moment. La France disait, il n'est pas question que vous chassiez le FPR du territoire rwandais. Or, si on vous donne ces armes qui sont offensives, vous risquez de changer le tour des événements et de mettre fin aux négociations. Donc là, vraiment, c'est une injustice là aussi qu'il faudra corriger. Et le rapport du clerc n'a pas du tout insisté sur cet élément. Au contraire, ils ont essayé… Donc, en fait, toutes ces demandes du président Abiyarimana concernant certains armements qui étaient refusés, le rapport en parle dans la partie déroulement historique. Ouais. Par contre, n'en tire pas les conclusions qui s'imposent, qu'on voit dans la suite. Mais c'est vrai que Abiyarimana avait demandé notamment un avion. Vous savez, l'armée rwandaise avec des hélicoptères Gazelle. À un moment donné, il y a eu 1 ou 2 hélicoptères qui étaient abattus. Et quand le président Abiyarimana avait demandé le remplacement de ces hélicoptères, la réponse a été non. Quand il avait demandé, la seule concession qu'on lui avait faite, c'est l'artillerie. Il y a eu un contingent français qui est venu de Bangui qui a apporté une artillerie. C'est tout ce qu'on lui a donné. Et cette artillerie, elle était utilisée par les Français quand ils voyaient que le FPR s'approchait trop de Kigali, parce qu'à maintes reprises, le FPR arrivait dans les 30 et 40 km de Kigali, la situation devenait très, très dangereuse. Là, l'artillerie française intervenait pour reculer un tout petit peu le FPR, pour stabiliser le front. Point, c'est tout. Et ne permettait jamais aux ex-FA de vraiment poursuivre les FPR pour les pousser, le fiscal jusqu'à la frontière ougandaise. Jamais. Donc, différentes demandes d'armement ont été refusées. D'ailleurs, quand on parle de l'aide militaire française, souvent c'était une aide à la formation, ce n'était pas vraiment une aide directe au combat. Évidemment, il y a eu des livraisons de cartouches, d'armements légers juste tout de suite après l'attaque, comme les munitions qui avaient été commandées par le gouvernement en Belgique. La Belgique avait refusé de les livrer à l'époque, parce que la Belgique avait aussi ses problèmes internes. Vous savez qu'à l'époque, le Premier ministre Jean Martins était en opposition avec un certain Jean Gaulle, un libéral belge qui est très connu pour ses positions pour FPR. Et à l'époque, cette position fragile en Belgique poussait en tout cas les socio-chrétiens belges à prendre leur distance avec le régime Abiyarimana. Comme la Belgique ne voulait pas livrer les armes qui pourtant avaient été payées, la France a fait un geste en livrant des munitions, mais c'est des munitions pour les armes légères. C'était pour vraiment éviter l'effondrement. On peut dire que la France a permis d'éviter l'effondrement des régimes, de stabiliser le front quand il y a eu les attaques de Ruhengeri. L'armée française est intervenue pour calmer le jeu, pour permettre aux ex-FA qui commençaient à paniquer de se ressaisir. Mais c'est tout. Elle a toujours tout fait pour stabiliser le front, sans vraiment permettre sans permettre aux ex-FA de prendre le dessus, alors que c'était possible. S'ils avaient d'office donné un avion plus puissant qu'un hélicoptère Gazelle, et que les phares avaient une supériorité dans les airs, ils auraient pu attaquer les positions du FPR à la frontière ougandaise, voire même
en Ouganda parce qu'il connaît, enfin, les positions des frères à Kisoro et dans d'autres endroits étaient connues grâce à des renseignements. Mais cela n'a pas été possible. Les phares n'avaient pas une arme lourde capable de viser les positions, les bases de ravitaillement, les bases arrière du FPR. Or, tu ne peux pas gagner une guerre si chaque fois que tu poursuis un adversaire, il se réfugie derrière une frontière que toi, tu ne peux pas le poursuivre. Et que là où tu es, tu ne peux pas le bombarder. Voilà. Donc, tout ceci montre que j'ignore les raisons pour lesquelles la France s'autoflagelle, mais s'autoflagelle, la France a plutôt aidé indirectement le FPR en ne permettant pas la victoire des phares. C'est le FPR qui a permis au FPR de tenir, de s'organiser, de se surarmer, de trouver de bien rectifier, de bien orienter sa diplomatie, de trouver des soutiens, de faire une guerre d'usure, d'user le pouvoir. Vous savez, par exemple, au Rwanda, il y avait des réfugiés à Nyakyonga qui mettaient la pression sur le président et le gouvernement parce que ces réfugiés, ils voulaient retourner chez eux. Qu'est-ce qu'ils disaient? S'il n'y a pas de paix, si Abiyalimana ou son gouvernement accepte ceci ou cela, c'est lui qui nous empêche de retourner chez nous. Ces réfugiés, il fallait les nourrir. Ces réfugiés, ils étaient à la porte de Kigali. À un moment donné, ils pouvaient se déverser sur la ville et puis tous les problèmes d'insécurité qu'on peut imaginer. Donc, malgré, il a eu toute cette pression exercée par la population qu'il a essayé de gérer tout en maintenant le front, en évitant l'effondrement. Mais voilà, la fin, malheureusement, on la connaît, la fin tragique, on la connaît. Une fois que les accords de paix étaient signés, ceux qui devaient les mettre en pratique, ceux qui devaient accompagner cette mise en pratique n'ont pas fait leur travail. Par exemple, la ville de Kigali qui devait être vidée des armes n'a pas été vidée des armes. Une partie des belligérants s'est surarmée. Elle a infiltré la ville, elle a fait rentrer le FPI qui avait droit à 600 militaires qui devaient être cantonnés au CNID a plutôt disséminé dans toute la ville. Les gens, des sources officieuses parlent de plus ou moins 3000 militaires qui étaient dans Kigali à la veille de l'attentat contre le président Abiyalimana. Vous voyez, tout ça montre que ceux qui devaient accompagner le processus n'ont pas fait leur travail. La France qui avait poussé le président Abiyalimana à l'acceptation et du multipartisme et des négociations ne l'a pas accompagné jusqu'au bout, ne lui a pas permis de remporter la guerre et a laissé tout compte fait dans un état d'incertitude, dans un état explosif qui a fini par malheureusement exploser et basculer dans le sens qu'on connaît. Voilà, donc pour revenir à ma question, j'ignore pour quelle raison la France s'autoflagelle et se maltraite, alors que c'est le seul pays qui a essayé, tout compte fait, qui a essayé d'instaurer le multipartisme au Rwanda et de favoriser le dialogue entre le Rwanda et le FPR. Et plus tard, on pourra le voir aussi que grâce à son intervention lors de l'opération turquoise, c'est plutôt elle qui a essayé de sauver des vies. Et pourtant, c'est elle qu'on accuse. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre. Écoutez, on va trouver un moment de répondre à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations, effectivement. La Voix des Grands Lacs vous donnera l'opportunité, une nouvelle opportunité pour décrypter cette partie de notre histoire. Et puis, on vous joindra peut-être un spécialiste de la question, un Français, un Rwandais, pour échanger sur les raisons de cette autoflagellation qui n'a aucun sens, qui ne s'explique nullement, qui répond peut-être à des raisons politiques ou économiques ou financières, nous ne savons pas, mais en tout cas, la vérité, c'est que la France n'a pas de responsabilité négative dans ce qui s'est passé au Rwanda entre 90 et 94. Eh bien, docteur Mwiseneza, nous vous remercions vraiment d'avoir participé à cette chronique du vendredi soir et surtout d'avoir éclairé nos auditeurs sur les erreurs voulues ou pas. Pour l'instant, on a l'impression que c'est voulu,
commises par le professeur Duclerc et son équipe en ce qui concerne l'histoire réelle du Rwanda. On a l'impression qu'en commençant ce rapport, ils avaient déjà défini le camp du bien et celui du mal. Et à l'évidence, en lisant le rapport, on a l'impression que le bien, c'était le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, et le mal, c'était le gouvernement rwandais et l'armée du Rwanda, ce qui ne correspond nullement à la réalité. Dans les émissions à venir, nous ne manquerons pas de vous inviter à participer à des analyses allant dans ce sens-là. Quel a été finalement le rôle du FPR de Paul Kagame dans la descente aux enfers de 1994 et aussi pendant la guerre et après? Quel a été le rôle ou la responsabilité des diverses parties rwandaises, surtout des deux belligérants, dans le même phénomène, dans la descente vers l'apocalypse? Ce sera des débats intéressants. Nous ne disons pas que vous ou nous détenons la vérité absolue, mais au moins, je pense que nous en savons plus et mieux que la commission Duclerc. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup et puis au plaisir et puis quand vous voulez, je serai présent. Merci. Eh bien, ce sera pour très très bientôt, je vous promets. Merci beaucoup. iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundorere wa mubyeyi we